propose maintenant de commencer ces conversations sous l'arbre avec Pierre Saner, que j'invite à me rejoindre et que je vais présenter plus précisément. Je vais vous céder ma place en... Alors, Pierre, vous êtes, je l'ai dit, directeur de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous avez débuté votre carrière professionnelle aux éditions du Centre Pompidou. On parlait d'art à l'instant. En France et à l'étranger, vous avez mené de nombreux projets culturels dans le domaine de la diffusion artistique et de la valorisation patrimoniale. Vous avez notamment était directeur du développement de Revue Noire, chercheur invité à l'université de Western Cape, fondateur du festival de photographie Hey Africa au Cap, en Afrique du Sud. Et vous avez également fondé et dirigé le festival de photographie et patrimoine Images au Centre. Depuis 2008, vous dirigez donc cette fameuse mission que nous avons citée, qui est un organisme qui a porté la candidature du repas gastronomique des Français et obtenu en novembre 2010 son inscription par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Bravo, parce que c'était un défi, un pari. Et cette mission, puisqu'on vient de l'évoquer, elle anime et coordonne les travaux de programmation culturelle et scientifique du réseau des cités de la gastronomie, qui réunit un certain nombre de villes, Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours. Et vous présidez aussi l'association France PCI, qui réunit les éléments français inscrits par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vous êtes aussi également chevalier des arts et lettres et du mérite agricole. Voilà. Et donc... je vous cède la parole pour nous parler de gastronomie et introduire ces belles conversations. Merci beaucoup Christophe. À mon tour de remercier aussi en préambule notre future conversation, remercier Chantal Collet-Dumont de cette invitation, remercier Marie-Laure Desjardins pour la coordination de cet ensemble, vous remercier à vous tous qui, au lieu d'aller gambader dans les jardins, me faites l'amitié d'être là cet après-midi. Préciser que finalement cette conversation sera un peu sous forme d'un voyage. Vous l'avez vu dans mon parcours rondement présenté, pas mal voyagé, donc je vous propose de poursuivre. Et puis surtout de préciser que si je suis chevalier peut-être d'un certain nombre d'ordres, je le suis aussi de celui du brie de Melun et du haricot de Soissons depuis peu. Et c'est pas pour moi la moindre des fiertés. Et par ailleurs, je voudrais préciser qu'effectivement, l'inscription, bientôt 15 ans de ce repas gastronomique des Français, est plutôt le fruit du travail de beaucoup de personnes. Et je suis uniquement et humblement le directeur de la mission d'un travail qui a été porté par d'éminents cuisiniers. L'un d'entre eux est ici. Et Olivier nous avait fait l'amitié de soutenir cette candidature dès le début, notamment avec les relais châteaux, je me souviens, entre autres. Et puis de saluer, mais j'y reviendrai tout à l'heure, quelqu'un qui est important dans la région, qui est un acteur culturel de premier plan, fondateur des Rendez-vous de l'Histoire et de l'Institut de recherche en sciences de l'alimentation qui est à Tours, Francis Chevrier, mais j'y reviendrai parce que finalement le sujet de cette discussion gastronomie au pluriel, proche de la nature, et mon domaine prétendument de compétences serait plutôt celui du patrimoine, et d'un patrimoine dit immatériel, donc d'un patrimoine vivant. Donc de proposer de voyager dans cette gastronomie française, mais pas uniquement, de voir aussi les trésors gastronomiques de l'UNESCO, de voir comme c'est un patrimoine que l'on dit immatériel, mais on préférera dire vivant. Et de se rendre compte, pour coller à la thématique, enfin essayer de proposer cet exposé autour de terme difficile à dire, patrimonialisation de la gastronomie comme un des outils possibles d'une forme d'un rapprochement entre une culture et la nature. Alors, évidemment, il sera important, et là aussi on le sait, et je ferai quelques citations, mais celle-là j'éviterai, c'est de bien nommer les choses, de bien nommer les termes de notre exposé, de notre discussion. Donc, qu'entendons-nous par gastronomie, qu'entendons-nous par nature ? Et pour commencer, de s'interroger sur effectivement qu'est-ce que cette nature. Et Dieu sait que le sujet est à la fois vaste, parfois énigmatique, souvent trop mal résumé. Alors il faut que je reprenne toutes mes notes évidemment.
mais de se dire, bon, voilà, on veut peut-être protéger, conserver. À table, tout à l'heure, on disait, mais finalement, est-ce qu'on on souhaite vraiment sauver la planète, ou est-ce que plutôt on cherche à sauver l'humanité, et de fait, peut-être que la planète se portera très bien. Et dans cette planète, il y a la biodiversité, il y a la nature. Donc, de quoi la nature est-elle le nom? Je crois que l'encyclopédie Diderot et d'Alembert s'était posé la question. C'était Buffon qui était chargé de rédiger la notice, qu'il avait abandonnée en route, semble-t-il. Alors ça, je n'ai pas tout vérifié, mais je crois, il faudrait être plus précis. Mais je crois que d'Alembert, du coup, s'y était, j'oserais dire, collé, et qu'il a finalement décidé de renvoyer à d'autres entrées de l'encyclopédie plutôt que de tenter de donner une définition. Et de fait, lorsqu'on leur parle de nature, on peut se demander si on parle des merveilles de la nature, on peut se demander si on parle de ce que l'on souhaite effectivement protéger, est-ce que de la loi de la nature, est-ce que tout ce qui rien ne se perd ne se crée, est-ce que l'on parle de l'action de l'homme contraire à la nature, est-ce qu'on parle du monde physique, ce monde physique qui peut être transformé par l'homme? Est-ce que l'on parle de la nature comme une condition, comme une essence? C'est dans sa nature d'être ainsi. Est-ce que la mère nature allégorie la figure maternelle nourricière? Là, on commence à se rapprocher, à mon sens, de ce que l'on voudra, développer. Ou encore la nature comme le tempérament, je dis, un peu l'essence des choses. En fait, ici, c'est plutôt le monde physique que l'on va confronter avec les gastronomies, dans tout ce qui y vit. La nature comme un organisme vivant complexe, qui produit et qui nourrit la vie. Donc plutôt l'angle de la biodiversité, évidemment, qu'on abordera. La nature culture, bon là on a juste 2 heures de débat philosophique, mais j'essaierai d'écourter, mais est-ce que la nature s'oppose nécessairement à la culture? Je ne suis pas le philosophe qui pourrait développer le mieux je pourrais juste donner des petites bribes de réflexion pour que chacun puisse après y plonger. Évidemment, la nature humaine de Jean-Jacques Rousseau ou plus proche de nous, celle de Claude Lévi-Strauss, qui, sur le sujet qui nous intéresse cet après-midi, avait coutume de dire qu'un aliment ne doit pas être seulement bon à manger, il doit être également bon à penser. Donc comment ces deux entités de culture et de nature peuvent en fait plutôt interagir plus que s'opposer. Donc cette pensée sauvage, voilà, qui est... Mais alors, c'est amusant aussi parce que la nature, en revanche, elle peut s'opposer à la culture, ou elle peut devenir un acte culturel, voire même un acte politique, pour se souvenir que dans les années 70, finalement, le retour à la nature était une forme aussi de contestation, de retour, de lutte contre l'ordre établi et d'une culture à l'époque dominante. Pour autant, cette opposition, finalement, on peut aussi se rendre compte qu'elle est quand même plutôt prégnante dans le monde occidental, et que c'est beaucoup moins vrai dans d'autres sphères géographiques et dans d'autres cultures. On le verra tout à l'heure, notamment avec aussi cette notion du patrimoine vivant, pour montrer qu'il y a un fil quand même conducteur qui permet de lier l'ensemble. Donc, on pourrait dire que la nature n'existe pas, c'est pas vrai, la nature existe, mais elle est peut-être un peu aussi notre propre construction. Et cette construction, elle nous amène à se poser la question de savoir si le phénomène de patrimonialisation de la gastronomie entraîne aussi un problème de protection ou de préservation de la nature, mais que veut-on, à travers cela, protéger, inscrire, si c'est l'UNESCO? Est-ce que c'est la nature ensemble de ressources, aussi bien, et là c'est effectivement en lien avec notre sujet, les bois, les gibiers, les animaux, les rivières, les ruisseaux, les fleuves? Est-ce que c'est la nature comme cadre-vie domestiqué? Il y en a un des très beaux ici, ce sont les jardins. Est-ce que c'est la nature comme ensemble de paysages et de monuments? Mais là aussi, et on le verra avec les paysages culturels, notamment, nouveau concept qui a été développé par l'UNESCO. L'ensemble des écosystèmes, et j'y reviens donc là, notre biodiversité. C'est donc cet ensemble-là que l'on va privilégier et plutôt noter les liens de... Alors, peut-être que
Gabriel Pern aurait dit l'hybridation. Là, en l'occurrence, on parlera plutôt d'interaction pour se rendre compte que finalement, cultiver, élever, pêcher, chasser, cueillir, toutes ces activités qui cherchent à ce que l'on puisse se nourrir, en fait, transforment de fait des écosystèmes. Et donc, quelle est cette interaction que l'on peut privilégier plutôt que parler d'opposition. Notre gastronomie est une culture. Et ça a été en fait effectivement l'un des sous-titres, on pourrait dire, du combat que l'on avait mené en direction de l'UNESCO. C'est de véritablement, ce qui aujourd'hui semble parfaitement admis, dire que la gastronomie, entendue, on va tenter de la définir, entendue comme peut-être cet art du bien manger et du bien boire, au fond fait bien partie non seulement de notre identité, mais également fortement de notre culture. Reprendre peut-être une ou deux délicieuses et savoureuses définitions. Commencer par la première fois que le mot gastronomie arrive, je parle pas du grec, je parle de l'époque grecque, mais de l'époque plus récente, 19e, donc en 1801, et ce poème que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est le fruit d'un humoriste aussi, d'un lettré, d'un poète Berschutz, un long poème en quatre chants. Et là, je vous ai uniquement cité la fin, puisque en fait, je pensais que mon intervention serait juste avant le déjeuner, et donc je pensais que ça pouvait coller mieux, mais elle peut marcher aussi juste avant le dîner, vous le verrez. Donc c'est l'homme de la table. C'est assez, connaissez les bornes du désir, vous allez succomber sous le poids du plaisir, vos yeux sont égarés, votre tête échauffée, livrez-vous par prudence aux douceurs de Morphée. Si demain la raison est trop tôt de retour, jurez de la reprendre avant la fin du jour. Adieu Comus, adieu fils de Sémélé, pardonnez si ma muse a mal servi mon zèle, éloigné du Parnasse, inconnu des 9 sœurs, j'ai chanté faiblement vos divines faveurs, que ne puis-je fermer la bouche à mes critiques, ils n'approuveront pas mes conseils didactiques. Messieurs, je vous entends, et je dirais mesdames, messieurs, je vous entends, je vais vous deviner, un poème jamais ne valut un dîner. Et donc effectivement, pour passer à table, donc là, c'est un peu la première fois que le terme de gastronomie est employé à l'époque, donc je dis dans un 4 chants en 1801, pardon. Bon, évidemment, là, je pense que c'est les définitions les plus connues des aphorismes de Brillat-Savarin. L'animal se repaît, l'homme mange. L'homme d'esprit seul sait manger. Donc l'homme d'esprit, c'est finalement l'homme cultivé, voire civilisé, qui pas nécessairement ne s'oppose pas nécessairement à la nature. Un autre lettré français bien connu, dont paradoxalement, je pense aussi maintenant l'actualité récente cinématographique a remis au goût de la lecture, mais il a toujours été très très lu, d'Alexandre Dumas. On connaît mieux La Reine Margot, Les Trois Mousquetaires 20 ans après, Le Comte de Monte-Cristo. Et on connaît moins bien son délicieux, fabuleux, truculent, amusant à relire maintes fois, dictionnaire de cuisine, qui est publié en 1873, soit 3 ans après sa mort, permet aussi de voir que, voilà, ça c'est dans le préambule, il y a beaucoup d'humour, et franchement, honnêtement, je pense c'est à lire et à relire. L'homme reçut de son estomac en naissant l'ordre de manger au moins 3 fois par jour, il faut s'entendre dire, pour réparer les forces que lui enlève le travail. Et là, c'est quand même très bien. Et plus souvent encore, la paresse, n'est-ce pas ? Quelque part que l'homme soit né, il faut qu'il mange. C'est à la fois la grande préoccupation de l'homme sauvage et de l'homme civilisé. Seulement, sauvage, il mange par besoin. Civilisé, il mangera par gourmandise. Je vais arrêter avec les citations, quoique il y en a encore une, évidemment, c'est celle qui était dans le petit texte de présentation de mon intervention, à nouveau de Brillat-Savarin, dans sa physiologie du goût, qui, de certaine manière, est celui qui va permettre à la gastronomie de devenir une science. Au fond, c'est un peu ça qu'il veut faire avec sa physiologie du goût. Donc la gastronomie, cette connaissance raisonnée
de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Voilà, c'est un beau programme. Et je vais, après avoir cité notre gastronomie est une culture de Francis Chevrier qui, avec Jean-Robert Pitt, sont à l'origine de la démarche en direction de l'UNESCO. Cité, en plus Jean-Robert Pitt étant mon président, vous noterez que voilà, je lui dois rappeler qu'il avait un goût aussi pour bien défendre non seulement le bien manger, mais également, il a toujours, et le bien boire, considéré comme une culture, voilà la définition que l'on pourra avoir plus synthétique de la gastronomie. Et à côté, j'ai mis cette carte, que peut-être vous ne voyez pas très bien, qui est en fait une carte où les monuments du patrimoine bâti ont été remplacés par des monuments du patrimoine culinaire de la France. C'est pour montrer que le patrimoine donc, est une notion diverse et que l'on peut apprécier selon que l'on se parle du patrimoine effectivement bâti, patrimoine mondial ou du patrimoine immatériel. Et donc nous y venons petit à petit et sont développés ce rapport entre gastronomie et nature à travers ces processus dont je parlais de patrimonialisation et donc des différentes étapes qui, dans à la fois l'histoire de France et l'histoire de la gastronomie, ont permis de l'inscrire dans un processus à la fois de conservation, mais aussi de reconnaissance. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a même et nous sommes ici, effectivement, au cœur d'un élément du patrimoine mondial de la France. Et donc, mais là, c'est le patrimoine mondial, on ne sait pas son excellence, le château de Chaumont et les rives de la Loire. Enfin, là, je pense qu'on est entre Sully et Chalonne. Chaumont est pas loin d'être au milieu. Donc, c'est un accueil qui, d'une certaine manière, allait de soi pour ces conversations et célébrer le travail entrepris par l'UNESCO et préalablement, et dans le même temps, au niveau national, en France, ce processus a pris un petit peu de temps, mais a commencé d'abord par les espaces. Par effectivement inscrire, alors c'est pas la même chose, ici nous avons les jardins remarquables et même des arbres remarquables, mais il a fallu, et nous en parlions aussi un tout petit peu à midi, définir des espaces nourriciers aussi assez évidents et assez emblématiques. Et si vous m'autorisez, je vous raconterai une petite anecdote peut-être un petit peu plus loin. Donc voilà, à votre gauche, c'est le potager du roi à Versailles. Et à droite, la Motte à Char, qui est aussi en Vendée, qui est un potager, comme dirait, assez extraordinaire, qui a été là aussi inscrit au patrimoine, à l'inventaire du patrimoine national français. Les espaces bâtis aussi, avec évidemment les différentes façades. Là, on est à droite, certains d'entre vous, on est peut-être le Saulieu, et la maison Loiseau, qui là aussi est devenue, non pas inscrit au titre des monuments historiques, donc un lieu à la fois de reconnaissance et de préservation et, le plus important, de transmission. D'autres espaces qui ont été... Là, c'est le Auguste Escoffier, qu'on ne peut pas parler de la gastronomie française, en tout cas, sans évoquer le musée de l'art culinaire, et qui était en fait la maison natale d'Auguste Escoffier à côté de Nice, à Villeneuve-Loubet. Et les différentes expositions. Alors, je n'ai pas mis la couverture de l'ouvrage à table et de la manufacture d'exposition de la manufacture de Sèvres. Nous aurions pu le faire, d'autant plus que ça s'inscrivait aussi dans le cadre de différents anniversaires. Et cette exposition avait itinéré, je crois, également à Limoges. Donc tout ce processus, il passe par l'espace naturel, les jardins, les espaces construits, la littérature, les expositions, naturellement, un ensemble de ressources, de bibliothèques, également, que ce soit Gallica ou la bibliothèque de Dijon, qui a un fonds Apicius assez unique. Et donc tout ça participe
de cette fameuse patrimonialisation de la gastronomie dans son ensemble. On revient un peu sur la construction de ce champ des patrimoines gastronomiques et c'est quelque chose qui, c'est un rapport qui nous est cher à la mission puisqu'il a été à l'origine, au fond, donc c'était en 1985, on voit c'est tapé à la machine et c'est les rapports de l'époque transmis aux deux ministres, en fait commandés par les deux ministres de l'époque, culture et agriculture. Et là aussi, tout à l'heure, on me demandait, finalement, on poursuit une tradition sous quelle tutelle la mission se trouvait. C'était la culture et l'agriculture. Donc à l'époque, c'était Henri Nallet et Jack Lang qui avaient commandé à Jean Ferniaud, père d'eux, Vincent Ferniaud qui est journaliste maintenant et critique gastronomique, un rapport dans lequel il y a un certain nombre de préconisations, de recommandations qui là aussi vont anticiper ce processus à la fois de patrimonialisation, mais dans un sens de le rendre vivant. Même si lui, à l'époque, parle de conservatoire, lorsqu'il parle de conservatoire, il dit qu'il préférerait que ce soit un conservatoire comme est le Centre Pompidou, on est en 85, donc 8 ans après la création du Centre Pompidou, plus comme le Centre Pompidou que pour le Muséum d'histoire naturelle. Les choses ont bien changé depuis, je vous le concède, puisque le Muséum d'histoire naturelle est parfaitement moderne et que le Centre Pompidou va être restauré. Néanmoins, qu'il y ait des lieux dédiés fortement aux cultures culinaires, et c'est ce qui va inspirer la création, en tout cas l'encouragement à la création d'équipements culturels valorisant l'inscription et le repas gastronomique des Français avec les cités de la gastronomie. Ça, en revanche, je n'en parlerai pas plus parce que ce n'est pas nécessairement le sujet immédiat aujourd'hui. Mais volontiers dans la table ronde, peut-être demain, de voir quels sont ces équipements. Autre, à la fois, témoignage et outil de cette mise en patrimoine vivant de la gastronomie, l'inventaire, qui là aussi découle du rapport de Jean Ferniaud. Cet inventaire dit du CNAC, ou l'inventaire du patrimoine culinaire de la France, le CNAC pour Conseil national des arts culinaires, feu le CNAC malheureusement, mais les ouvrages existent toujours et ce sont en fait des véritables bibles. Et le dernier, paru, puisqu'il n'avait pas été fait, concerne notre belle région, j'allais dire, du centre Val-de-Loire, et qu'il est le fruit du travail fait par cet institut de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation, qui est basé à Tours. Et véritablement, je crois que l'outre-mer, non, il reste la Réunion également à inventorier, et ce travail mériterait, je dirais aujourd'hui, d'être accessible à tous et d'être donc numérisé, malheureusement, je crois qu'il y a un ou deux sujets de droit d'auteur qui bloquent cette possibilité, mais bon, j'espère qu'on devrait pouvoir essayer de faire en sorte que ce soit accessible effectivement à tous. Encore une fois, c'est vraiment débile. Puis de toute façon, certains maintenant datent un peu. La région Île-de-France, je crois que c'est 92, et mériterait d'être réactualisée. Parce que le propre du patrimoine, c'est effectivement de le remettre au goût du jour et de refaire ses inventaires. La France donc a lancé en mars 2008, et c'est aussi sous l'impulsion, j'y reviendrai après, de la mise en œuvre de la Convention sur le patrimoine culturel immatériel, puisqu'on exige que tout dossier déposé à l'UNESCO doit être préalablement reconnu par l'inventaire national, ce qui fait dire que, de fait, il faut qu'il y ait l'inventaire national. Donc il a été lancé en 2008, et il met en œuvre toutes les pratiques. Je vais revenir sur la Convention de 2003, mais préalablement, et on le voit dans ce dialogue entre les gastronomies et la nature, et au fond, la nature au sens aussi de paysage, le patrimoine mondial est riche d'espaces qui ont cette double entrée d'excellence de paysage et façonnée par la main de l'homme. On parlait du périmètre ligérien, c'est le cas là, et de nombreux sites comme, alors celui-ci, c'est les collines du Prosecco, en Italie, qui sont sublimes pour qui les a visités, sont donc reconnus. Et là, un véritable dialogue entre donc l'homme, la nature et la nature nourricière.
d'autres exemples de fait. Alors les deux inscriptions, une inscription au patrimoine mondial, évidemment j'en ai parlé tout à l'heure, le périmètre ligérien sur sa partie entre Sully en amont et Chalonne en Loire, avec Chaumont bien entendu, les châteaux faisant partie de ce périmètre, et puis l'entrée d'un clos et de ces fameux climats de Bourgogne que vous devez connaître et qui ont cette spécificité, puisque j'ai entendu parler de Bernard Pivot, je crois que c'est lui qui a en partie porté la candidature, en tout cas on était un des ambassadeurs de la candidature des climats de Bourgogne reconnus en 2015 au titre du patrimoine mondial. Il y a un climat en Bourgogne, donc c'est connu, on ne regarde pas le ciel, pourtant il est très beau là, mais on regarde plutôt ses pieds. Et la terre et l'interaction là aussi de l'homme et la nature. D'autres comme ça, et je trouve que ça pourrait faire d'ailleurs un jour, peut-être que ça a été fait, l'objet d'une belle exposition sur... parce que là, il y a les rizières, et là, et à droite, c'est le Douro. Donc les paysages culturels du vin, inscrits au patrimoine de l'humanité. Je crois que la mission Val-de-Loire, notamment, pourrait s'inscrire dans le cadre dans ces projets. Et les rizières en terrasse du Hani, ça c'est dans le sud de la Chine, le sud du Yunnan. Je vous avais dit qu'on voyagerait un petit peu, hein. Donc, et maintenant, on revient sur des choses plus presque d'enseignement. Donc les différentes dates, les différents repères historiques sur ces questions de définition des patrimoines. L'UNESCO, évidemment, joue un rôle très important, essentiel. La Convention pour le patrimoine mondial donc de 72, qui va être enrichi en 1992 des paysages culturels, donc 20 ans après, et pour le faire vite, tous en tête, évidemment, un certain nombre de sites inscrits au patrimoine mondial. Juste de dire que, au fond, ce qui est privilégié, ce qui est reconnu, c'est l'excellence de la proposition. C'est l'excellence du Mont-Saint-Michel, que Olivier Rollinger connaît bien pour pas très très loin. C'est l'excellence du centre historique de Albi, et donc ce sont des experts qui décident que cette excellence doit être partagée avec l'ensemble de l'humanité. Et vous verrez que c'est presque un processus inverse pour ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel. Ce patrimoine culturel immatériel, on parle de la convention dite de 2003, elle est aussi le fruit, je le disais tout à l'heure, d'une pensée non occidentale, d'une certaine manière, et d'une pensée de désir de rééquilibrage géopolitique, au fond, du patrimoine dans le monde. Évidemment, le patrimoine bâti, les belles cathédrales, les jolis châteaux sont plutôt répartis dans le nord de l'hémisphère et un peu moins dans le sud. Et puis cette notion de patrimoine est longtemps attachée, et d'ailleurs nous, Français, sommes moins familiers avec le patrimoine, je pense, immatériel. J'espère que les choses sont en train un peu d'évoluer. Et à l'époque, en 2003, c'est un directeur général de l'UNESCO japonais qui porte cette volonté de donner la place aux gestes, aux expressions, aux pratiques linguistiques, pour qui a toute sa place dans le patrimoine de l'humanité, pour en partie rééquilibrer et marquer cette volonté de favoriser la diversité des expressions culturelles. Et vous verrez qu'à la faveur de cela, ils ont pu nous proposer d'inscrire, ou en tout cas de proposer une candidature en faveur de la gastronomie, même si au début on ne savait pas très bien si c'était la gastronomie, la cuisine, les arts culinaires, pour finalement faire inscrire le repas gastronomique des Français. Et de fait, si on remplace le vocabulaire unesquien est parfois un peu, pas forcément abscon, mais un peu aride. Et on pourrait dire que le PCI, donc ce patrimoine, on peut dire, voilà, la gastronomie française, le repas, c'est les pratiques, les représentations, expressions, les connaissances, les savoir-faire que nous, Français,
dans nos communautés, dans nos groupes, dans notre nation, identité, reconnaissons comme faisant partie de notre propre patrimoine. Alors au fond, on se dit, mais c'est un peu redondant ce qui est dit là. Ben non, c'est important par rapport à ces comités d'experts qui, préalablement pour le patrimoine mondial, disaient, nous experts, disons que ça c'est superbe et c'est l'excellence de ce qui se fait dans la matière et nous allons le partager avec le monde entier. Là, ce sont nous, les communautés, nous, en l'occurrence françaises et français, qui estimons que bien manger, bien boire fait partie de notre identité, de notre culture et donc de notre patrimoine. Pour l'anecdote, au moment de la campagne, en direction de l'inscription, nous avions commandé au Crédoc une enquête et il y avait eu 98,7% des Français étaient favorables, estimaient que la gastronomie fait partie du patrimoine. Mais l'UNESCO a eu l'esprit taquin pour nous demander mais que pensent les 1,3% restants? De fait, il faut se poser la question, mais bon, peut-être qu'ils étaient sans opinion. Donc ce repas, en l'occurrence la gastronomie, on pourrait le dire, donc, est transmis de génération en génération. Donc c'est pas quelque chose de statique. Il est recréé, il évolue, il bouge, il est vivant, donc, et il procure un sentiment d'identité. Avec ça, on ne peut être que d'accord, et il contribue à la diversité culturelle. Donc c'est à partir de là, avec une lecture très scolaire, je dirais d'une certaine manière, que nous avons mis en œuvre la candidature, la France. Après, ça s'applique à différents domaines, 4 domaines, et j'insiste parce que vous verrez là, les traditions, donc ça, les langues, l'expression orale, hein, les langues, les arts du spectacle. Il y a beaucoup de carnavals qui ont été reconnus au patrimoine et de spectacles et d'opéra, l'opéra tibétain notamment, habilement par la Chine. Les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels, événements festifs, ça a été fait pour le domaine pour le repas gastronomique des Français. Mais il y avait également les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Donc l'ensemble de ces 3 derniers points étaient, d'ailleurs la première aussi, tradition, expression orale, puisqu'il y a un discours gastronomique, puisqu'il y a un vocabulaire propre à chacun de ces, et qui d'ailleurs est généralement aussi, particulièrement pour la cuisine, qui est d'ailleurs repris comme tel à l'étranger. J'étais à midi dans une très très belle table avec des convives vignerons, et je pense que ça ne leur troublera pas de savoir qu'effectivement l'importance de la connaissance et des pratiques concernant la nature et l'univers est essentielle à la pratique du métier de vigneron et de l'agriculture en général. Donc 2003, on revient à 2003, c'est ratification de la Convention, 2006, ratification, et vous verrez que déjà en France, inventaire du patrimoine culturel immatériel est une liste à la Prévert absolument délicieuse qui va du carnaval de Granville, certaines fêtes bordelaises, à la tapisserie d'Aubusson, la dentelle d'Alençon, les pratiques musicales à La Réunion. De la même manière, et si on prend uniquement, là j'en ai pris que quelques-unes, il y en a à peu près une trentaine, expressions des patrimoines culinaires du monde qui ont fait l'objet d'un processus de reconnaissance auprès de l'UNESCO. Et j'en prendrai 3 pour poursuivre cet exposé. Le repas gastronomique des Français, je vais y revenir, même si j'en ai quand même pas mal parlé. La diète méditerranéenne, et on verra donc c'est l'ensemble de ces pays, et surtout la diète méditerranéenne n'est pas le régime crétois. On verra un petit peu autre chose. Le régime crétois était peut-être, on pourra en parler. Et puis surtout, s'attarder sur le washoku, qui au fond est peut-être le plus proche, est assez proche du repas gastronomique, mais là pour le coup des Japonais, il se prend Nouvel An. Il y en a pas mal, quelques autres qui sont, et la liste s'est enrichie, puisque là récemment, donc, le couscous, alors je précise que le couscous, c'est intéressant aussi, c'est 4 pays qui l'ont inscrit, les 3 pays du Maghreb, donc Tunisie, Algérie, Maroc, et également Mauritanie. Le Sénégal souhaitait s'y additionner, puis bon, voilà, finalement la diplomatie n'a pas fonctionné, donc le Sénégal a déposé le tiboudienne, qui est son plat presque un peu national, et pour la France, un deuxième élément du patrimoine culinaire a été inscrit avec les traditions et savoir-faire de la baguette
de tradition française. Récemment, il y a 2 ans. Peut-être qu'il aurait été intéressant aussi de parler du kimjang, ou en fait du kimchi, donc tous ces processus de fermentation, et notamment du chou fermenté. En fait, ce sont les deux Corées qui l'ont inscrit, mais évidemment pas dans un dossier commun, chacun de son côté. Mais voilà, là aussi, c'est quand même assez typique, et c'est vrai pour beaucoup d'aliments, mais particulièrement pour tous les objets de la fermentation, et quand même l'action de la nature très clairement sur un produit alimentaire. C'est vrai pour le kimchi, c'est vrai pour des fromages, c'est vrai pour le yaourt, et probablement que ça permettrait d'ouvrir et d'embrasser encore plus large la possibilité des reconnaissances des patrimoines alimentaires dans le monde. Donc je l'ai dit. Alors bon, là c'est une erreur en fait, rétrospectivement. On n'aurait pas dû mettre l'art du pain d'épices en Croatie, en Croatie du Nord, parce que je mets au défi quiconque de manger ces sortes de pâtes à sel qui sont en fait des objets de décoration sur le pain. Voilà, même avec des très très bonnes dents, voilà. Alors ça, bien sûr, le pain d'épices, ça en fait partie, mais l'art du pain d'épices, en l'occurrence, c'est plutôt l'art de la décoration du pain d'épices. dont j'ai parlé, la diète méditerranéenne, voilà, le kimchi, le washoku, la vache, et donc les autres. Et tout cela évidemment, est consultable sur le site de l'UNESCO. Donc la diète méditerranéenne, là aussi, c'est à la fois, l'accent est plutôt mis sur l'ensemble de ces pays, et chacun des pays a proposé une ville emblématique. Alors au hasard, je vais vous parler de celle que je connais le mieux, la Grèce, et cette petite ville de Koroni, qui est dans le Péloponnèse, pas très loin du Magne, dans l'un des doigts du Péloponnèse, et qui est emblématique, riche pour sa culture à la fois du poisson, mais aussi, on est tout près de Kalamata, des huiles, des olives et des huiles d'olive. Et donc, le principe est à la fois célébrer une façon d'élever, de pêcher, de cueillir, et d'en célébrer le lien avec la nature, en rappelant que la volonté de l'inscription et de la démarche doit contribuer à garantir la biodiversité des propositions, du lieu qui a été retenu. La diète méditerranéenne aussi, c'est vrai que c'est dans les domaines, vous vous souvenez, qui ont été soutenus, c'est à la fois l'artisanat, la pratique conviviale et festive, et les connaissances évidemment de l'art et de l'univers. Les dossiers, je l'ai quasiment là, vous voyez, ils sont... Enfin, je l'ai pas quasiment, je l'ai là. Ils sont assez scolaires, voilà. C'est ces quelques pages, certes recto verso, parce que tout ça est extraordinairement encadré par l'UNESCO, avec un nombre de signes contraints. Et toujours ce qui est intéressant à souligner, c'est les efforts qui sont faits pour le transmettre, pour véritablement dire nous ne cherchons pas à mettre sous cloche ces expressions et ces pratiques. Nous cherchons au contraire à les transmettre d'une part, et à continuer. Donc là, c'est d'utiliser un certain nombre d'outils. C'est dit dans le langage, encore une fois, unesquien, mais quand même dans le rôle du marché, le dernier paragraphe, de même les marchés qui jouent un rôle clé, à la fois dans l'apprentissage, des savoir-faire et le rythme, voilà, des saisons. Dieu sait si notre rapport à une gastronomie raisonnable passe par le rappel de l'importance, ce qui va sans dire évidemment aujourd'hui, mais c'est quand même bien toujours de le rappeler, l'importance des saisons. Et ça, j'imagine que ce sont des discussions qui seront encore développées par les prochains intervenants, notamment ceux qui pratiquaient et continuent de pratiquer la cuisine. Le repas gastronomique des Français, pour l'essentiel, je l'ai dit, mais pour revenir, qu'est-ce qui a été inscrit ? Qu'est-ce qui a été reconnu ? Donc c'est cette dimension, c'est ce qu'on a vécu chacun tout à l'heure dans nos tables, un espace de convivialité, de discussion, de pratique de cet art du bien manger et du bien boire. Le gamay était délicieux, nous l'avons bu avec sobriété.
et qui donc permet d'être fait une partie de l'identité. Je dis que c'était... On m'a posé la question tout à l'heure si c'était... effectivement, la gastronomie est une façon aussi de dire... Le repas gastronomique est une façon de dire on embrasse l'ensemble de ce qui fait la gastronomie, bon, modestement de la fourche, enfin communément dit comme étant la fourche à la fourchette, ou plutôt de la table à l'assiette. Réunir les bons produits, mobiliser les savoir-faire. C'est l'ensemble de ces éléments qui ont été défendus, proposés et reconnus au moment de l'inscription du repas gastronomique des Français, avec peut-être cette spécificité, parce qu'on pourra nous objecter qu'au fond, ce qui est vrai pour la France est peut-être probablement vrai pour un certain nombre d'Italiens, pour un certain nombre de Japonais, on va le voir, un nombre de Péruviens. Oui, quand on prépare un repas de fête, et il y en a dans toutes les cultures, c'est heureux, on essaie de réunir les bons produits, on mobilise le savoir-faire, c'est pas toujours les mêmes. Peut-être que l'art de marier, le pairing en anglais, l'art de marier les mets et les vins est une spécificité qu'on peut pousser un peu plus pour ce qui est de la France. Et puis surtout, le travail qui a été réalisé de codification des recettes, là, la France a eu un rôle particulier. Pour autant, comme je vous l'ai dit aussi, ce n'est pas la meilleure cuisine qui a été inscrite, mais celle à laquelle nous sommes, nous, plus attachés. L'importance et ce lien qui, finalement, c'est plus une illustration du dialogue autour de la gastronomie et la nature, se vérifie aussi dans cette notion de terroir, terme qui, à ma connaissance, n'existe pas dans d'autres langues, à tel point qu'il est employé, même en anglais, en question de terroir. Et aussi, employer le terme de combat. Au fond, il y a un engagement dans toute démarche, et c'est la raison pour laquelle on peut la mener, je pense, à bout. L'un de ces engagements, c'est évidemment, c'est aussi de lutter contre la mondialisation, la standardisation des modes de vie, et notamment des modes de vie alimentaires, en rappelant que c'est une culture, on rappelle qu'on va la défendre, et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut le mettre en place. On verra après, en conclusion, si... on peut estimer que ces démarches suffisent aussi, il faut continuer de se préoccuper, un peu comme le patrimoine vivant, il faut toujours continuer de le défendre, et que ces combats d'hier sont malheureusement parfois encore valables aujourd'hui. Et l'un des objectifs, donc c'est ce dernier chapitre, paragraphe, pardon, c'est donc cette reconnaissance de l'inscription du repas gastronomique doit, dans nos esprits, participer d'une meilleure gestion, d'une gestion harmonieuse de l'environnement, de la biodiversité et des paysages. Et j'oserais dire, évidemment, ça a été un slogan qu'on a vu il n'y a pas si longtemps lors des manifestations des agriculteurs, pas de paysage sans paysans, puisqu'au fond, c'est la main de ces hommes et ces femmes qui permettent de façonner la nature et façonnent comme la nature nous façonne après en retour. Voilà, un petit clin d'œil, parce qu'évidemment, le repas gastronomique des Français, c'est aussi le tour de Gaulle d'Astérix et Obélix et les fameux banquets, dont je crois vient de paraître un album qui célèbre 40 banquets, avec les 40 albums d'Astérix et Obélix, avec 40 chefs et chefs qui proposent des recettes en lien avec la publication de c'est un anniversaire, et je crois les fonds sont remis au Restaurant du Cœur. C'est l'un des... Je vous dis, c'était assez scolaire comme dossier à remplir, nombre de signes, etc., nombre d'images à communiquer, nombre de photographies et nombre donc d'ouvrages. Et il y avait 3 ouvrages étaient autorisés, ça donnait lieu à pas mal de discussions, pour finalement retenir le grand dictionnaire, le grand Larousse de la cuisine, comme objet presque un peu incontournable, un ouvrage des manières de table du XVIIe à nos jours, plutôt CNRS édition, là, donc plus technique et spécifique. Et puis, on avait décidé de mettre effectivement le Tour de Gaulle, l'Astérix Obélix, pour aussi, d'une certaine manière, montrer que c'était une démarche
humble, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on arrivait aussi un peu à rigoler de nous-mêmes. C'est un des albums les plus traduits, enfin pas les albums, hein, une des bandes dessinées les plus traduits, et au fond de dire que du banquet d'Astérix au dîner d'État de l'Élysée, voilà, c'est le repas gastronomique des Français, c'est tout cela à la fois. Le washoku, autre pratique, enfin autre élément du patrimoine culturel immatériel reconnu par l'UNESCO, est probablement le plus proche du dossier aussi français et du repas gastronomique. Mais au risque d'enfoncer les portes ouvertes, et puisque je ne suis jamais allé au Japon, j'en parlerai avec beaucoup plus de facilité, il y a cette sentiment d'une relation immédiate de la culture culinaire japonaise et de la nature, et notamment d'une certaine forme de diète et d'impérieuse nécessité de faire en sorte que ce qui sera beau à présenter sera aussi bon et sain et pour le corps. Donc cette dimension qui est plus que nutritionnelle, quasi philosophique, qui apparaît clairement dans le washoku. Et voilà, ils l'ont d'ailleurs clairement écrit, un principe fondamental de respect de la nature, étroitement lié à l'utilisation durable des ressources naturelles. C'est le principe et la reconnaissance qui a été obtenu, là avec la même volonté de mettre en place des politiques publiques, des politiques de valorisation du bien manger et de respect de la nature. C'est inscrit comme tel dans le dossier qu'a présenté le ministère de la Culture japonais, et de lutte contre le gaspillage. C'est un point qu'ils ont indiqué mot pour mot. Cela participer à la lutte contre le gaspillage. On doit s'assurer que la préservation de la nature. Et alors c'est vrai que cette notion de patrimoine immatériel était beaucoup plus familière, et vous le savez, avec cette notion que vous devez connaître de trésor vivant, donc de grands maîtres d'un certain nombre de pratiques qui sont rentrés au patrimoine vivant, de l'or vivant, les fameux trésors vivants. Et puis, on sait aussi... D'ailleurs, c'est assez frappant de voir les débats qu'il y a eu autour du drame de la cathédrale Notre-Dame, et des questions de savoir comment on allait reconstruire, est-ce qu'on mettait les aspects de modernité, est-ce qu'on faisait à l'identique, et quel identique de toute façon. Au Japon, la question ne se pose pas. Les temples sont détruits régulièrement, et même on peut en changer, et comme ça. Ce qui est important, c'est la pratique. C'est donc cette expression, ce patrimoine culturel immatériel, c'est la pratique qui a lieu dans le temple qui est important, et pas forcément son enveloppe. Et ça se retrouve aussi, c'est la raison pour laquelle Matsuura, le directeur général de l'UNESCO à l'époque, a favorisé la mise en place de la convention donc de 2003. Il dit aussi que le washoku est constamment recréé, je dis, c'est donc ce patrimoine vivant que l'on renouvelle et qui s'adapte à la relation entre l'homme et son environnement, tant naturel que social. Donc l'ensemble, les deux interagissent dans ce dialogue entre gastronomie japonaise et environnement naturel. Et tout comme le dossier français, qu'un certain nombre de dossiers de valorisation du patrimoine immatériel en général, il lutte contre la standardisation des modes de vie, notamment les modes de vie alimentaires, et je vous le disais, avec cette nécessité de favoriser la diversité culturelle. Il fallait que je retrouve juste le terme dans les mesures de sauvegarde qui étaient proposées, qui fait état de la vie saine, de la prévention de l'obésité, et donc du respect de la nature et de lutte contre le gaspillage. La fin du dossier, pardon, je retrouvais, la tradition culinaire japonaise présente aussi des traits communs, tels que le respect de la nature, l'amélioration de la santé et le renforcement de la cohésion sociale, ça à l'échelle de tout le pays. Et pour conclure, dans une note un peu politique et humoristique, puisqu'on a parlé d'Alexandre Dumas, on peut aussi
parler des... Et Dieu sait si les polars, et notamment les bons polars, sont pleins de scènes alors plutôt urbaines de gastronomie. Et au fond, je trouve que c'est une phrase qui résume assez bien les enjeux, en tout cas de demain. Les questions de gastronomie et probablement aussi liées à la nature. Donc on le sait, manger ou ne pas manger, c'est une question d'argent. Bien manger ou mal manger, c'est une question de culture. Le feu regretté, Manuel Vázquez Montalbán, et c'est les recettes de Pepe Carvalho, que vous aurez peut-être reconnu. Tout ça pour dire qu'il faut là aussi s'attacher à voir que ces campagnes en direction de la mise en patrimoine d'éléments de notre culture permet certes de lutter contre les mondialisations, la standardisation des modes de vie, et c'est important, surtout si on ne veut pas se retrouver dans la dystopie dont je ne me souvenais plus, vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, tous peut-être Soleil Vert. Voilà, bah oui, un incontournable, merci. Mais j'ai découvert qu'il se déroule en 2022. Et donc finalement, ça va, on y a peut-être échappé. Mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et donc si on veut échapper, bon, donc vous connaissez Charlton Heston et Richard Fleischer, un film de 72, et éviter cela. Pour autant, vient de paraître, je crois hier ou avant-hier, un rapport de 188 pages, écrit petit, très documenté, de l'Institut Montaigne, qui est plutôt un institut d'obédience libérale, on va dire, et qui encourage pourtant de véritablement mettre en œuvre des politiques publiques fermes, radicales, du bien manger. Et avec, bon, pour la partie qui nous concerne, à la mission des recommandations pour lesquelles on rejoint complètement, et on avait parlé aussi des efforts à le faire en direction de l'éducation alimentaire, donc de la place de l'éducation alimentaire à l'école. Ça a eu existé, j'allais dire, ça fut et malheureusement, c'est plus ou alors de façon expérimentale. Et l'autre recommandation, qui est plus de l'ordre de la promotion, est de faire une journée, comme la Journée européenne du patrimoine, faire une Journée européenne du patrimoine alimentaire. Je ne peux que souscrire à cette proposition, la retenir et vous encourager à la soutenir. Parce que pour le reste, le rapport est assez accablant et assez préoccupant. La France est l'une des... nous sommes, je crois encore, les champions du monde du temps passé à table, et ça participe de la convivialité, du bien-être ensemble autour de la table, et c'est très bien, mais on passe de moins en moins. Comme dans d'autres pays, et c'est un sujet de discussion que vous avez eu à midi et qui était un petit peu contesté, mais comme dans d'autres pays, on fait moins à cuisiner, malgré toutes les émissions, malgré tout ce que l'on sait, et l'espace même physique de la cuisine disparaît dans les nouveaux programmes de construction des bâtiments. Voilà, toutes sortes de choses sur lesquelles il faut effectivement se poser des questions. On ne peut pas à la fois avoir le désir de promouvoir un bien manger pour tous et oublier l'espace propre de la cuisine. Mais, terminer sur une note plus optimiste, le combat continue et aux citoyens, à vos fourneaux, je sais qu'ici, nous y serons tous attentifs. Merci beaucoup, merci de votre attention. Alors j'ai deux questions en fait. Une, un tantinet légère. Est-ce qu'il n'y a pas un léger paradoxe à parler de patrimoine immatériel pour finalement des pratiques très ancrées dans le terroir, dans la transformation de la matière, animale ou végétale, en fait c'est tout ce qu'il y a de plus matériel finalement. Ça, c'est la première question. Très bien. Alors, comment on fait? Puisque ces conversations, je vous pose la première, très bien, et je poserai la seconde ensuite. Oui. Non, mais alors... Le patrimoine a une profondeur historique aussi, donc ou géographique, hein, implanté dans le terroir. Le patrimoine vivant, il s'exprime à travers ce que l'on a dit tout à l'heure, de recréer en permanence, d'efforts particuliers de transmission, et de recréer en permanence profondeur historique, ouvert à l'ensemble des propositions et des cultures. Donc, cette profondeur historique n'est pas antinomique avec une pratique, un geste, avec le fait de continuer de manger ensemble. La question a été posée, je me souviens, au lendemain de la reconnaissance, donc en novembre 2010,
Alors, il y avait toujours, bien sûr, des tartes à la crème, le cassoulet à l'UNESCO. Voilà, c'était comme ça, toc. Et effectivement, après... On est tous pour. Voilà, oui. Et donc là, j'ai été d'expliquer, oui, alors, le problème des recettes, ça, je laisserai peut-être Olivier en parler, comment on peut inscrire ou protéger une recette. C'est encore autre chose. Ça n'a jamais été... Voilà, c'est un autre combat. Là, en l'occurrence, c'était effectivement, on se demandait pourquoi ce qu'on ingurgite serait-il du patrimoine immatériel. Oui, bon, c'était, disons, une incompréhension de ce qu'est la définition du patrimoine immatériel. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je préfère, et d'ailleurs l'UNESCO le fait désormais aussi, l'appeler patrimoine vivant. Et un terroir est vivant, sinon il n'est plus terroir. Pourtant, ce qu'on mange est mort. Pardon ? Pourtant, ce que nous mangeons est mort. Ça dépend. À part les huîtres, peut-être. Quelques huîtres. Il y a une scène non, mais c'est pas nous, peut-être c'est en Corée. Il y a un très joli film où on mange un poulpe vivant. Je vous déconseille. Il faut une bonne mâchoire. Ça bouge encore. Il faut une bonne mâchoire. Et donc, ma deuxième question, au début de votre intervention, vous distinguiez nature, culture. Et en fait, on sait que ce distinguo, finalement, est typiquement occidental depuis la fin des années 70. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure ce distinguo est indispensable pour pouvoir finalement élaborer une gastronomie. Est-ce que, je ne sais pas moi, chez les Indiens d'Amazonie, les aborigènes d'Australie, etc., qui ne relèvent pas de ce naturalisme, pour reprendre le terme consacré par Philippe Descola, voilà, est-ce qu'il y a des gastronomies au sens patrimoine immatériel, comme vous venez d'en parler? Oui, bien sûr. Enfin, à mon sens... Peut-être moins élaboré, finalement. Peut-être moins élaboré, ce n'est pas le terme que j'emploierais non plus, mais peut-être moins codifié. Mais ce qui est important, et c'était dans la définition du patrimoine immatériel, c'est l'attention qu'on y porte nous-mêmes. Enfin, quand la communauté se retrouve dans l'identité d'une pratique culinaire. Et alors... là, c'est vrai que d'ailleurs je l'ai cité, Claude Lévi-Strauss, plutôt, oui, dans La pensée sauvage. Et d'ailleurs, le sauvage, il enseigne aux civilisés. D'une certaine manière, ça c'est encore d'autres dialogues de culture. Pour ce qui est de la cuisine, je pense que ça relève là aussi d'une pratique. Il disait, il faut que l'élément soit... Un aliment est bon à manger quand il est bon à penser. Et j'ai peut-être la naïveté de penser que c'est propre à toutes les communautés. D'accord. De penser leur alimentation. Je pensais, j'ai lu quelque part aussi cette suite finalement de reconnaissance d'éléments nationaux au patrimoine mondial, que ça pouvait être aussi pour certains pays finalement une arme de propagande et de promouvoir justement leur gastronomie au niveau international pour faire connaître simplement, mais aussi pour s'imposer ou prendre sa place sur l'échiquier international. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je sais qui est-ce qui va inscrire McDo, qui va se proposer. Alors, j'avais fait référence de façon un peu, peut-être finalement un peu maladroite, mais non, c'est une réalité. Le kimchi a été déposé par 2 pays, donc c'est un enjeu évidemment national. Et pourtant, la philosophie de l'UNESCO, vous le savez, c'est plutôt encourager le dialogue entre les peuples, le dialogue entre les pays. Et d'ailleurs, pour ce qui est des éléments qui sont défendus au titre du patrimoine immatériel, ou du patrimoine vivant, ils encouragent les dossiers multinationaux. Exemple, plus la diète méditerranéenne ou le couscous que le washoku, le repas gastronomique des Français. Donc ça c'est un premier point. Après, et l'une des craintes, on ne va pas le cacher, l'une des craintes de l'UNESCO était évidemment que la France s'empare de ce dossier pour en faire un élément de commerce international et de domination. Voilà. C'était l'une des craintes. Je pense qu'on a tenté de les rassurer. En disant, on a bien compris l'enjeu, on a bien compris les règles. Pour autant, c'est parfois un peu naïf. Et là-dessus, il y a peut-être 2 poids, 2 mesures, si je puis dire. J'ai en tête un autre dossier, le batik indonésien. Le batik indonésien a été principalement soutenu par les entreprises
de fabrication de donc ces tissus, l'impression sur tissu voilà, de soie. Peut-être pas toujours de soie, si. Non, pas nécessairement. Et soutenu par le commerce, évidemment. Hein, c'est de l'artisanat, et par les entreprises. Ça n'a posé aucun problème auprès de l'UNESCO. En revanche, effectivement, mais c'est l'industrie agroalimentaire qui est derrière le dossier du repas gastronomique des Français. Ma présence ici en témoigne, ce n'était pas le cas. Je sais combien tu t'es investi avec Francis, avec tant d'autres. Mais 2010, je me rappelle, moi en tant que cuisinier, c'est le début du déclin de la résonance de la cuisine française dans le monde. Est-ce que finalement cette inscription, pas parler de Chant du Cygne, moi je salue pleinement ce travail, c'était primordial de le faire, mais néanmoins de quelle manière aujourd'hui le rendre, enfin que ces nouvelles générations se l'approprient totalement, parce que la crainte justement lorsqu'on commence à codifier les choses, c'est qu'on les bloque, on les arrête, on les freine, alors que la cuisine n'est belle et grande que lorsqu'elle est en mouvement. Voilà. C'est le principe de l'inscription, c'est le principe de ce qui a été inscrit. C'est vrai que mais manifestement, il faut continuer de l'expliquer, de faire de la quasi-pédagogie. C'était pas mettre sous cloche, on ne célébrait pas. Et alors il y a deux éléments. Un, on ne célébrait pas, et deux, on essaye, tant que faire se peut, de continuer d'encourager les politiques publiques pour continuer à essayer de favoriser de mieux manger, terminer sur une note économique, parce que quand même c'est aussi des enjeux économiques, c'est des enjeux de culture, mais des enjeux d'économie. On mange bien avec... ça coûte cher de manger bien, hein, aussi. Mais préalablement, juste pour dire 2010, c'est le début de la fin. Bon, évidemment, je dirais pas ça, mais et je ferai pas de jeu de mots sur fin non plus. Non, je dirais pas ça, mais je me souviens quand même. Alors bon, après ça a été perçu comme ça du côté français, peut-être un peu institutionnel, et même du gouvernement, ou enfin institutionnel, de dire il y a une attaque, il y a une attaque du 50 Best, il y a une attaque des Anglo-Saxons, il y a une attaque, voilà, qui veut mettre à mal la domination de la gastronomie française. Après, moi je crois que notre combat et l'inscription était de montrer, contrairement tout ce qu'elle a de vivant, de dire alors codifier, c'est-à-dire on ne recrée bien que si d'abord on a compris d'où on vient et quelles sont un peu effectivement les bases. Donc, et puis je pensais que c'était important aussi à ce moment-là de se donner aussi une sorte de fierté d'avoir une gastronomie qui, encore une fois, qui n'était pas la meilleure, mais qui était celle auquel nous tenons. Nous, notre communauté nationale, et le revendiquer comme tel. Mais, comme je le disais aussi, à mon sens, finalement, ce combat, il continue. Et c'est le propre du patrimoine vivant, peut-être, paradoxe, mais réalité, de continuer d'être attentif, de toujours exiger un petit peu mieux. Et alors, peut-être ce qu'on peut se dire, en revanche, c'était un combat qui a été mené il y a 15 ans maintenant, et au fond, on n'en voit pas tous les avantages et les retombées positives pour le quotidien, on va dire, même des Français. Et c'est pour ça que je voulais citer ce rapport de l'Institut Montaigne, et qui, sur un autre, on va le dire, il n'y a pas uniquement le domaine culturel sur lequel il faut agir. Ils disent aussi il faut lever la TVA, c'est dramatique, hein, lever la TVA pour les associations d'aide alimentaire, pour qu'elles puissent acheter plus. Mais bon, voilà, on est dans un pays où, effectivement, je ne sais plus quel est le pourcentage d'étudiants qui ne mangent plus à sa faim, je crois que c'est presque 20%. Voilà, alors, est-ce que la démarche en direction de l'UNESCO devait répondre à toutes ces questions? Probablement pas. Nous, l'enjeu était de dire, en tout cas, sur la scène nationale, cette gastronomie est une culture, on y tient et il faut la soutenir. Lorsqu'on parle de la danse contemporaine, bon, on soutient la danse contemporaine. Lorsque l'on parle, je sais pas, du cinéma, enfin voilà, et même d'une certaine manière, on pourrait se dire, à la faveur d'une reconnaissance du repas gastronomique des Français à l'UNESCO, on devrait pouvoir sortir d'un certain nombre de transactions à l'OMC, en disant non, ça c'est une valeur culturelle ajoutée, c'est un produit culturel, c'est pas une marchandise. Voilà, je ne sais pas si ça répond. C'est pour redonner un peu de... Et je tiens à cette notion de valeur culturelle ajoutée plus que de TVA. Ouais. Moi, je suis assez marqué par le temps
qu'on passe à table qui diminue, qui est à mon avis le moteur de tout le reste. Donc c'est bien le repas gastronomique qui est inscrit. Et à table, on parle. Et on parle de ce qu'on a dans nos assiettes. On parle de l'origine. On parle de là où on a acheté nos produits. On parle même du prochain repas, de savoir ce qu'on va avoir, ce qu'on va préparer. Et plus on diminue le temps, et moins on a le temps d'installer ces conversations qui sont, à mon avis, assez essentielles. On est quand même champion du monde. Je l'ai dit tout à l'heure, du temps passé à table. Et c'est plutôt des pays, après derrière, c'est les pays méditerranéens. Et pour autant, c'est pas ça qui doit nous satisfaire, faut peut-être rester. Et évidemment, cette commensalité, la discussion, enfin tout le monde, toutes les études sociologiques le disent. Plus on passe du temps à table, plus effectivement on peut discuter même avec les autres générations, les enfants, voilà. Et puis d'ailleurs, le passage dans le dimanche, enfin, de mon temps, le moment où je suis sorti de la table des enfants pour aller à la table du dimanche avec tout le monde, où je trouvais ça un peu long quand même, aussi des fois. Mais voilà, mais c'était quand même une sorte de rituel de passage. Donc ça, c'est important pour parler, c'est important pour finalement cet espace de dialogue, c'est à promouvoir. Ce que vous dites, c'est vrai que ça aussi, c'est un des sujets d'étonnement, évidemment, des étrangers qui viennent visiter la France, cette capacité alors le temps, mais aussi le discours, la conversation autour de la table et pas forcément... voilà. Oui, j'aurais voulu peut-être avoir une réponse à une question qui est la suivante. On a fait un label, donc patrimoine sur la baguette française, donc avec une communication absolument très bien faite, aucun problème. Au même moment où il n'y a plus aucun boulanger dans un village, j'habite à Couture-sur-Loire, un village de 400 habitants, le village du grand poète de la Pléiade, Pierre de Ronsard. Nous allons avoir bientôt le plaisir d'avoir une machine à baguette. Aux alentours de notre village, on a 3 communes qui ont droit, tous les boulangers ont fermé, il n'y a que des machines à baguette et des machines à pizza. Alors moi, je suis complètement pour l'art de vivre, mais ça, vraiment, c'est... Je comprends que l'UNESCO veut défendre, si vous voulez, cet art de vivre français, la fameuse baguette. Mais d'un autre côté, il faut agir, entre guillemets, pour qu'on arrête de perdre sans cesse les fondamentaux. Voilà. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est très bien tout ce que vous faites. Le pourquoi. Mais de l'autre côté, je suis un peu peiné, vous voyez. Ouais. Alors, je pense que c'est justement parce qu'il y a danger qu'il faut le faire connaître. Voilà. Mais alors, si on allait jusqu'au bout... il y a une autre, et c'est pour là que je ne serais pas complètement d'accord, même si votre exemple me laisse sans voix, je ne peux pas dire. Il y a une autre liste, c'est marrant, elle est moins sollicitée à l'UNESCO, dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui s'appelle la liste de sauvegarde d'urgence. Il y a des patrimoines dans le monde qu'il faut sauver parce que sinon ils vont complètement disparaître. Je pense que les boulangers et les boulangères français n'étaient pas disposés à se dire on est dans une situation d'urgence. En revanche, la dentelière, il n'y a plus beaucoup. La transmission se fait, ça peut disparaître. Donc là, il y a une question de sauvegarde d'urgence. Non, mais c'est pour donner l'exemple. Il y a un élément français qui a été inscrit au titre de la sauvegarde d'urgence, c'est pas les chants corses, c'est un chant corse spécifique, parce qu'il n'y avait plus de personnes pour transmettre ces chants. Bon, donc c'est-à-dire que si vraiment il y avait urgence, il faudrait aller sur l'UNESCO, parce que l'UNESCO reconnaît une démarche initiée par un pays. Et cela, ce qui est important, j'ai oublié de le dire, quand même, c'est sa valeur de traité international, c'est-à-dire ça nous engage. Et tous les 6 ans, donc pour la baguette, c'est pas encore fait, il faudra rendre compte de ce qui a été mis en œuvre conformément au dossier pour faire en sorte que cette baguette et ce savoir-faire tradition artisanale français soit reconnue. Donc la désertification des boulangers, en même temps dans le dossier, il est intéressant à lire, on y a participé, et l'Institut de Francis également, la
là, c'est aussi le lieu qui est important. Et lorsqu'on voit qu'une boulangerie disparaît, je peux faire la métaphore d'un Madou en pâté bas, mais quand même, c'est presque ça, c'est toute une culture qui disparaît. Parce que c'est plus qu'une boulangerie. On parle des lieux de c'est un passage ritualisé. Lorsque la première fois, on va seul acheter la baguette avec la baguette ou le pain d'ailleurs. Hein. Bon, là, c'est la baguette, mais le lien, c'est aussi maintenant lorsqu'elle continue d'exister dans les villages. Moi, j'ai deux exemples opposés. Alors, c'est pas des néo-ruraux. La boulangerie a été sauvée par une prise de conscience du village qui a dit non, on va payer peut-être un peu plus cher, mais on veut que vous restiez. Et puis, vous allez en profiter pour aussi faire la poste, parce qu'en revanche, la poste était partie. Et on va vous en profiter pour faire, je sais plus, une autre forme de service public. Qui était là et qui se retrouve dans la boulangerie. Donc voilà, ça c'est plutôt à célébrer comme une sorte de patrimoine vivant qui se prend en main et qui se recrée dans le sens de la définition. Je pense que cette disparition au sein des villages a son corollaire avec le développement de ces horribles zones qui sont en France beaucoup plus importantes qu'ailleurs, puisque maintenant on voit les gens aller manger dans des hangars à côté de l'endroit où ils achètent des lits, des lampes et je ne sais quoi. Et tous les beaux villages, et ça m'arrive souvent de les traverser entre Chaumont et Poitiers, sublimes, où il y avait des boulangeries, des charcuteries, etc., se sont vidés de ces lieux sublimes parce que les gens préfèrent, alors volontairement ou non, aller dans ces lieux de laideur. Je pense que la France, on parle d'Italie, est un des lieux qui a le plus laissé faire. C'est là où les paysages, et l'enlaidissement du paysage est sans doute en relation avec la disparition d'un certain nombre de traditions de gastronomie ou du bien manger ensemble. Alors moi j'aime bien voir le verre à moitié plein, surtout si c'est du bon gamay comme à midi. Et j'ai tendance à penser aussi qu'il y a des efforts, il y a une prise de conscience quand même maintenant, et que la désertification des centres de bourg aussi. C'est comme ça que voilà, il y a des loyers qui baissent pour faire revenir des commerçants. Il y a eu j'espère que ce mouvement d'externalisation des villes et de tous ces espaces périurbains, avec les publicités avec moche, va être contrebalancé par des... je pense pas, ouais. Trop tard, bon, moi je pense pas. En tout cas, il faut avoir ça en tête. Clairement. En tout cas, on peut vous inviter à aller visiter un peu le domaine, parce que pour nous, le beau, c'est l'avenir, même si nous sommes un peu les derniers combattants. En tout cas, mille merci, merci à vous. pour tous ces éléments qui sont extrêmement intéressants. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.